Bonjour! Dans cette vidéo, je t'ai préparé une sélection de 8 exercices tombés au bac l'année dernière que j'ai corrigés pas à pas avec des rappels de cours pour bien t'aider à réviser et à maîtriser ces différents thèmes qui tombent très souvent. Tu retrouveras si besoin en description un fichier PDF sur lequel je les ai regroupés pour que ce soit plus simple pour toi à suivre ou pour éventuellement d'abord t'entraîner à les faire seul. Tu peux aussi utiliser les chapitres de la vidéo pour naviguer vers les sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à rechercher d'autres thèmes du programme ou à m'en demander en commentaire. Je publie des nouvelles corrections chaque semaine sur la chaîne. Prêt? Allez, c'est parti pour le premier sujet. Au programme de cette vidéo, révision des titrages pH métriques. Je t'ai choisi pour ça un exercice classique tombé au bac l'année dernière pour bien revoir les connaissances et les méthodes que tu dois maîtriser. Je t'encourage, comme toujours, à d'abord essayer de le faire seul avant de regarder la suite. Petite analyse rapide du sujet avant d'attaquer les questions. L'objectif de cet exercice, c'est de vérifier la concentration en quantité de matière d'acide trichloroacétique du crayon utilisé pour traiter des verrues. Je te rappelle qu'un dosage par titrage, c'est une technique qui utilise une réaction chimique pour déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce en solution. Un titrage avec suivi pH métrique peut être mis en œuvre si l'espèce attitrée est un acide ou une base. C'est donc bien le cas ici. Et on retrouvera un graphique représentant le pH en fonction du volume de solution titrante versée, qui comporte alors un saut de pH qui nous permettra de repérer l'équivalence. On attaque avec la question 1. Calculer la valeur de la masse d'acide trichloroacétique à peser pour préparer cette solution S0. J'analyse donc bien le sujet pour extraire les données que l'on a sur cette solution. On nous donne la masse volumique de la solution et on nous indique qu'elle est composée à 40% en masse d'acide trichloroacétique. Pour les exploiter, je te rappelle que la composition d'un mélange peut être décrite par la proportion, ici c'est une proportion en masse, de chacune des espèces qui le constituent. C'est tout simplement le rapport de la masse de l'espèce divisé par la masse totale. Ici, l'espèce considérée, c'est donc bien l'acide, que j'ai pris soin de noter petit m pour reprendre la notation de l'énoncé. Et MS0, c'est la masse totale de la solution. Pour exploiter la masse volumique qui est donnée, je rappelle son expression, ρ égale m divisé par v, la masse totale de la solution, divisée par le volume total. On en déduit alors l'expression de petit m, la masse d'acide, qui est égale au pourcentage massique multiplié par la masse totale de la solution. Et je remplace m, S0, par ρ fois v, les données que l'on a sur cette solution. Ça nous permet de passer à l'application numérique, en veillant bien comme toujours à l'homogénéité des unités et aux chiffres significatifs. La masse volumique est donnée en grammes par litre, donc je convertis bien le volume en litres, pour trouver un résultat de masse en grammes. Tout simplement. Question numéro 2. Il faut vérifier la valeur de la concentration en quantité de matière, notée C0, de la solution S0 d'acide, qui a été préparée. C'est un calcul de quantité de matière classique à bien maîtriser. On utilise ici l'expression qui permet de calculer la concentration à partir de la quantité de matière et du volume. N égale C fois V, où C égale N divisé par V. Je prends soin là encore d'utiliser les notations de l'énoncé pour plus de clarté. C0 pour la concentration de la solution S0. V le volume est donné, mais pas petit n. Il va donc falloir le déterminer. Pour ça, je recherche dans l'énoncé des données à exploiter. On nous donne grand M, la masse molaire de cet acide, et on vient déterminer sa masse dans la solution. C'est parfait. On peut relier la quantité de matière petit n avec ces deux grandeurs, petit m divisé par grand M, la masse divisée par la masse molaire. Il ne reste plus qu'à dérouler l'application numérique, contrôler là encore l'homogénéité des unités, aucune conversion n'était nécessaire, et on exprime le résultat sans oublier son unité. On est rassuré, on retombe bien sur la valeur à vérifier. Question numéro 3. On demande d'annoter le schéma du dispositif utilisé pour le dosage pH métrique réalisé, en complétant l'annexe qui était donnée. On retrouve toujours la solution attitrée, ici la solution d'acide trichloroacétique, sous la burette graduée, ici elle est contenue dans un bécher, dans lequel est plongée la sonde du pH mètre. On retrouve également un agitateur magnétique qui a pour fonction d'homogénéiser la solution qui se trouve dans le bécher, qui est le siège de la réaction chimique lors du titrage. C'est d'après les informations de l'énoncé que je peux déterminer que ce dosage par titrage est réalisé avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. C'est la solution titrante, qui se trouve, elle, dans la burette graduée.
N'oublie jamais que les données de l'énoncé sont là pour t'aider et te guider. Prends le temps de bien le relire si tu es bloqué ou si tu as des difficultés pour répondre à une question. On continue tranquillement avec la question 4, dans laquelle on va maintenant devoir exploiter la courbe de la figure 1, qui représente le suivi pH métrique du milieu réactionnel, pour pouvoir déterminer le volume équivalent de solution d'hydroxyde de sodium versée à l'équivalence. Et on demande de nommer la méthode utilisée. Là encore, c'est un grand classique, qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans des sujets d'épreuves expérimentales ou pour l'épreuve écrite comme ici. On revoit tranquillement les deux méthodes ensemble. À l'équivalence, lors d'un titrage acido-basique, on observe un saut de pH significatif du changement de réactif limitant. Sur la courbe, la concavité s'inverse, comme tu peux le remarquer ici facilement. Et il y a un point particulier qui nous intéresse, le point d'inflexion de la courbe, qu'on appelle ici le point d'équivalence, et qui a pour coordonnées VE, le volume équivalent, et PHE, le pH équivalent, qu'on lit respectivement sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Première possibilité pour le déterminer, une méthode graphique. Il faut pour ça tracer deux tangentes parallèles à la courbe, au départ et à la fin du saut de pH. On détermine ensuite le milieu du segment perpendiculaire à ces deux tangentes, et on trace une troisième parallèle, située à égale distance des deux premières. Le point d'intersection de cette troisième tangente et de la courbe de titrage nous permet de repérer le point équivalent. Deuxième possibilité, dite méthode de la dérivée. Elle utilise le calcul de la dérivée du pH en fonction du volume, qui te sera donné si tu peux en avoir besoin, comme ici. Cette dérivée du pH en fonction du volume, à chaque volume de solution titrante versée, laisse apparaître un maximum qui indiquera tout simplement le volume équivalent, comme je te le montre ici. Le candidat pouvait donc utiliser l'une ou l'autre des méthodes. Une tolérance était évidemment acceptée pour la lecture du volume équivalent, autour de 14,5 ml. Question suivante, nouvelle question de cours classique. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation observée durant le dosage, avec les notations de l'énoncé. On prendra soin d'indiquer l'état aqueux pour les espèces dissoutes dans l'eau, l'acide, la base et les ions hydroxyde, et l'état liquide pour l'eau, qui joue ici le rôle de solvant. On va maintenant pouvoir exploiter le volume équivalent déterminé à la question 4, puisqu'on demande ici de déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière, notée C1, de la solution diluée d'acide trichloroacétique, notée S1. Pour l'exploiter, il est indispensable de connaître la définition de l'équivalence. Alors qu'est-ce que ça signifie l'équivalence? Je te rappelle que l'équivalence d'un titrage est atteinte lorsque les réactifs titrés et titrants sont introduits selon les proportions stoichiométriques. Ce qui veut dire qu'on a cette égalité. Ici, la quantité de matière d'ion HO- versée est égale à la quantité de matière d'acide présent initialement dans le bécher. Petite remarque, lorsque tu écris cette égalité, il faut bien penser à diviser chaque quantité de matière par le nombre stoichiométrique qui lui est associé dans l'équation de la réaction. Le plus souvent, comme ici, ce sera 1. C'est pour ça que je n'ai pas écrit ici de fraction. On ne perd pas de vue l'objectif de cette question, c'est de déterminer la concentration en quantité de matière, C1, de la solution diluée, grandeur que l'on peut facilement faire apparaître en exprimant tout simplement chacune de ces quantités de matière en fonction de la concentration et du volume, avec cette relation qu'on a vue tout à l'heure, N égale C fois V. Si je reprends les notations de l'énoncé, C2, c'est bien la concentration de la solution titrante, V2E, c'est le volume versé à l'équivalence, déterminé juste avant, et V1, le volume de la solution S1 qui est dosé. On exprime alors la concentration recherchée, C1, en divisant tout simplement par V1 chaque membre. Il ne reste plus qu'à passer à l'application numérique, en veillant bien ici à exprimer les volumes dans la même unité, qu'on peut laisser pour les deux en millilitres. On détermine ainsi C1, la concentration en quantité de matière de la solution diluée d'acide trichloroacétique. Ce qui va permettre dans la question 7 de remonter à la valeur de la concentration en quantité de matière, C0 expérimentale, de la solution aqueuse initiale, avant dilution. Toujours en prenant bien le temps de relire l'énoncé si nécessaire pour exploiter les informations qui nous étaient données, comme je te le disais tout à l'heure. Il est bien indiqué ici que la solution S1 a été obtenue par une dilution au centième de la solution S0. Ça nous permet de déduire que la concentration C0 est égale à 100 fois C1, et de retrouver ainsi la valeur de C0. Allez, on est presque au bout. La question 8 de cet exercice nous guide pour calculer ce que l'on surnomme parfois le Z-score. Il n'y avait pas besoin de connaissances particulières puisqu'on était guidé.
On compare tout simplement le résultat de la mesure à une valeur de référence en calculant le quotient suivant. C'est un écart rapporté à l'incertitude de mesure qui permet de juger de la compatibilité de la mesure avec une valeur de référence. Il suffisait de recopier l'énoncé et d'effectuer le calcul avec la valeur de référence qui était donnée, et celle déterminée à la question précédente, puis d'interpréter le résultat, tout simplement. Ce rapport est inférieur à 2, ce qui permet d'en déduire que la valeur obtenue par ce dosage est compatible avec la valeur de référence. On termine en douceur avec la question 9, qui traite de l'utilisation d'un indicateur coloré. Comme tu as pu le voir lors des travaux pratiques, il existe des indicateurs colorés acido-basiques qui permettent de repérer un volume équivalent lors d'un dosage par titrage pour lequel la réaction support est une réaction acido-basique. Ce qui est bien le cas ici. Pour ça, il faut tout simplement retenir que l'on choisit un indicateur dont la zone de virage contient la valeur du pH à l'équivalence. On repère alors la zone de la courbe dans laquelle le pH varie fortement, appelée zone de saut de pH, puis le pH équivalent, qui est tout simplement l'ordonnée du point d'équivalence que je t'ai présenté en détail un peu plus tôt dans cette vidéo. Ici, la méthode des tangentes était plus facilement exploitable sur ce graphique, et elle nous donne que le pH équivalent est environ égal à 6,7. Une nouvelle analyse des données du sujet, dans ce tableau, permet d'en déduire que l'on peut choisir le rouge de phénol comme indicateur coloré pour ce dosage. Au programme, dosage par étalonnage, loi de Beer-Lambert et calcul de quantité de matière. Un beau programme pour réviser et bien te réexpliquer les méthodes importantes à maîtriser. On va chercher à doser les ions fer3 dans un échantillon d'eau d'une nappe phréatique. On nous explique qu'en présence d'ions thiocyanate, SCN- incolore, les ions fer3 forment des ions thiocyanato-fer3, qui sont colorés en solution aqueuse. Et la première partie s'intéresse à cette réaction, avec une première question très classique dans laquelle on demande de déterminer en justifiant la couleur d'une solution contenant ces ions thiocyanato-fer3. Pour ça, il suffit simplement de venir exploiter le spectre d'absorption de ces ions en solution aqueuse. Le spectre d'absorption d'une solution, c'est ce graphique représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde lambda de la lumière incidente. Il est obtenu expérimentalement à l'aide d'un spectrophotomètre. Et il permet de déterminer la longueur d'onde la plus appropriée. L'absorbance est maximale ici, soit à environ 450 nanomètres. Avec ça, et en s'aidant du cercle chromatique, qui te sera évidemment donné si tu en as besoin, et qui n'est pas à connaître par cœur pour le bac, on peut en déduire que la couleur absorbée de la solution est le violet, d'après la longueur d'onde, et que la couleur perçue, qui est la couleur complémentaire de la couleur absorbée, et qui est opposée sur le cercle chromatique, est le jaune. Donc la solution est jaune. Question suivante, exprimer puis calculer le quotient de réaction initial, QR0. Je te rappelle que le quotient de réaction d'une transformation chimique, c'est une grandeur qui se calcule à partir des concentrations des réactifs au dénominateur et des produits au numérateur. Le quotient de réaction permet de prévoir l'évolution du système chimique, dans le sens direct ou dans le sens indirect, mais on va y revenir. Même si on n'est pas dans cette situation ici, j'en profite pour te rappeler pour tes révisions que seules les concentrations des espèces dissoutes en solution doivent apparaître dans le quotient de réaction. Si l'eau, solvant des solutions aqueuses, est impliquée dans la réaction chimique, on remplace sa concentration, qui n'aurait pas de sens, par la valeur 1. Et si un solide est impliqué, on remplace sa concentration, qui n'aurait pas de sens non plus, par 1 dans l'expression de QR. On est bien ici à l'état initial, d'où cet indice QR0. L'état initial, c'est-à-dire que la réaction n'a pas encore commencé. Cette concentration est donc bien égale à 0, donc QR0 est égal à 0. Et QR est une grandeur sans unité. Comme je te l'ai dit au départ, le quotient de réaction permet de prévoir l'évolution du système chimique. On le compare pour ça à la constante d'équilibre, K, qui est donnée ici dans l'énoncé. Comme QR0 est inférieur à K, on peut en déduire que le système évolue dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de la formation des ions thiocyanato-fer3. On a terminé pour cette première partie et on peut passer à la partie B et l'analyse d'un échantillon. Afin d'évaluer la concentration en ion fer3 contenue dans un sol, on dose par spectrophotométrie les ions thiocyanato-fer3 contenus dans une solution aqueuse notée S. Première question de cette partie B, question de cours qui pourrait d'ailleurs aussi être posée lors de tes ECE, ton épreuve d'évaluation des compétences expérimentales,
Préciser en justifiant la longueur d'onde à laquelle doit être réglé le spectrophotomètre pour réaliser les mesures d'absorbance. Alors pour réaliser un dosage par étalonnage spectrophotométrique, tu dois savoir que la longueur d'onde choisie est celle du maximum d'absorption. Donc ici, lambda max égale 450 nanomètres. C'est à cette longueur d'onde que la sensibilité des mesures est la meilleure, et cela permet de limiter les incertitudes de mesure. C'est cette justification-là qui est attendue pour le candidat, et que tu dois retenir. La longueur d'onde choisie est celle du maximum d'absorption. Ensuite, comme pour tous les dosages par étalonnage, on s'intéresse à la gamme d'étalonnage. On demande de dresser, en justifiant, la liste du matériel nécessaire à la réalisation de la solution étalon 5 à partir de la solution mère. On va pour ça rédiger le protocole expérimental en indiquant précisément le matériel utilisé. 5 solutions étalons de différentes concentrations sont préparées à partir d'une solution mère notée SM. Donc il faut commencer par déterminer le volume de solution mère, VM, à prélever, pour obtenir la solution étalon, et du coup, la bonne verrerie à utiliser. Pour étudier une dilution, je te conseille comme d'habitude de bien noter ce que l'on connaît et ce que l'on cherche. D'un côté la solution mère, on connaît sa concentration, et la solution fille, la solution étalon 5, qui doit être de cette concentration, et on souhaite en préparer un volume de 50 ml. C'est donc ici VM qu'on cherche. Et pour le déterminer, on va commencer par noter cette propriété qui te permet de déterminer l'inconnu. Au cours d'une dilution, la quantité de matière de soluté est conservée. Donc je peux écrire que la quantité de matière de la solution mère prélevée est égale à la quantité de matière de soluté qu'on retrouvera dans la solution fille. On remplace petit n par C fois V, et on exprime ce que l'on cherche, VM, en divisant par CM chaque membre. Il n'y a plus qu'à passer à l'application numérique, en veillant bien à l'homogénéité des unités. Ici, j'ai laissé le volume fille en millilitres, donc on trouve le volume de la solution mère à prélever, 5,0, exprimé en millilitres. On pouvait également, mais ce n'était pas indispensable ici, convertir ces différents volumes en litres en multipliant par 10 puissance moins 3. On en déduit de cette manière le protocole expérimental pour la préparer, avec la liste de matériel que j'ai pris soin de souligner. On commence par verser la solution mère dans un bécher, ensuite on prélève à l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml munie d'une poire à pipeter un volume de 5 ml de solution mère, qu'on va venir verser dans une fiole jaugée de 50 ml. On ajoute ensuite de l'eau distillée, aux 3/4, on agite pour homogénéiser, puis on complète jusqu'au trait de jauge, tout simplement. On continue tranquillement avec la question suivante, dans laquelle on demande de donner l'expression de la loi de Berlambert en définissant chaque terme et en donnant leur unité. Une nouvelle question de cours à parfaitement maîtriser. L'absorbance d'une espèce chimique en solution diluée, c'est-à-dire pour des concentrations inférieures à 10-2 mol par litre, est proportionnelle à sa concentration en quantité de matière. A égale K fois C. A, c'est donc l'absorbance, grandeur sans unité. K, c'est une constante de proportionnalité, en litres par mol. Et C, c'est la concentration en quantité de matière, en mol par litre. Le fait que le graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration des solutions étalons soit bien une droite passant par l'origine du repère, on est en présence d'une fonction linéaire, vérifie bien la loi de Berlambert. Et c'est exactement ce qui est demandé dans la question qui suivait. Maintenant que le décor est bien planté, on va pouvoir s'attaquer à la dernière question, celle qui demande le plus de réflexion dans cet exercice. On s'intéresse au dosage de la solution S, et il est indiqué que l'absorbance de l'échantillon, mesurée dans les mêmes conditions que pour les solutions étalons, est de 0,70. On demande de déterminer la masse d'ion fer 3 contenue dans 1 litre d'eau de la nappe phréatique. On peut commencer par exploiter ce résultat expérimental et déterminer la concentration en ion thiocyanato-fer 3 dans l'échantillon. A égale K fois C, j'exprime C, ce que l'on cherche, A divisé par K. K, c'est le coefficient directeur de cette droite qu'on retrouve ici, c'était donné, et j'exprime C en mol par litre. Je peux en déduire ainsi la quantité de matière correspondante, N égale C fois V. L'échantillon S est bien un volume de 50 ml, donc 50 fois 10-3 litres, pour bien respecter l'homogénéité des unités. D'après l'équation de la réaction, que je peux recopier ici, et en considérant que tous les ions fer 3 initialement présents dans l'échantillon ont réagi, on peut alors écrire que la quantité de matière initiale en ion fer 3 dans cet échantillon est égale à la quantité de matière en ion thiocyanato-fer 3 qui sont dosés ici. Autrement dit,
que le volume V0 égale 25 ml d'un échantillon d'eau qui était prélevé dans une nappe phréatique, donc d'où ces ions proviennent, d'après le protocole de préparation de la solution S, contenait cette quantité de matière en ion fer3. Et maintenant qu'on a la quantité de matière, on va pouvoir en déduire la masse correspondante, avec cette relation qui est la quantité de matière, la masse et la masse molaire, qui fait partie des relations à connaître, en veillant toujours bien à l'homogénéité des unités. Il ne reste plus qu'à conclure en calculant la masse dans 1 litre, donc dans un volume 40 fois plus grand d'eau de la nappe phréatique. Il y avait plusieurs manières possibles pour retrouver ce résultat. Tu pouvais également calculer, à partir de cette masse, la concentration en masse de l'échantillon de 25 ml prélevé, comme je te l'ai fait ici. Et évidemment, on retrouve bien sûr le même résultat. J'espère que mes explications ont été claires et que ça t'a aidé dans tes révisions. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les méthodes importantes du cours à maîtriser sur le circuit RC et la charge d'un condensateur. Je te propose de t'expliquer pas à pas la correction d'un exercice tombé au bac l'année dernière pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. J'ai choisi volontairement un exercice très classique dans lequel on va établir l'équation différentielle, vérifier la forme d'une solution et déterminer tôt le temps caractéristique d'un dipôle RC. Comme d'habitude, tu retrouveras si besoin le sujet complet à télécharger en description et je te laisse le soin de mettre pause pour d'abord essayer de le faire seul. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la question 1, dans laquelle il faut écrire une relation entre les tensions des différents dipôles du circuit. On te guide donc ici vers la première étape pour établir l'équation différentielle. Appliquer la loi d'Émaille dans le circuit étudié pour relier ces trois tensions, en prenant soin d'utiliser les notations de l'énoncé. Pour utiliser la loi d'Émaille, on commence par choisir un sens d'orientation, que je te représente ici en bleu. Peu importe le sens choisi. Ensuite, on écrit que la somme des tensions dans la maille est égale à 0. On fait le tour et on affecte un signe plus pour les tensions fléchées dans le même sens et un signe moins pour celles fléchées dans le sens contraire, tout simplement. On retrouve alors UR plus UC est égal à UG. C'est le point de départ pour établir l'équation différentielle, qu'on soit dans le cas de la charge ou de la décharge du condensateur. Ici, je vais prendre soin de l'écrire directement dans ce sens, avec UG à droite, puisque je vois qu'il est placé à droite dans l'équation différentielle, que l'on va chercher à établir dans la question 2. Pense à t'aider de cette forme de l'équation différentielle qui t'est donnée, elle est là pour ça. Ça peut te permettre de te rappeler qu'on va chercher à exprimer UR en fonction d'autres grandeurs, comme on voit qu'il n'est pas dans l'expression de l'équation différentielle. Pour ça, on va utiliser la loi d'Ohm. UR, la tension aux bornes de la résistance, est égale à R fois I. Ensuite, on va relier l'intensité du courant à la tension aux bornes du condensateur en utilisant deux autres relations qu'il faut bien connaître. Celle qui lie la charge aux bornes du condensateur, sa capacité C et sa tension. Q égale C fois UC. Puis on utilise aussi la définition de l'intensité, qui est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps, I égale dQ sur dt. Et avec ces deux relations, on remplace l'expression de Q, ici, qu'on dérive. On peut alors extraire C, qui est une constante, et on retrouve I égale C fois d de UC sur dt, l'intensité en fonction de la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Pour finir, je remplace UR dans la relation établie avec la loi d'Émaille, pour en déduire l'équation différentielle recherchée. D'abord UR par R fois I, puis I par C duc sur dt. On a bien ici établi une équation différentielle liant la tension aux bornes du condensateur à sa dérivée. On a pour habitude d'exprimer cette équation différentielle avec le coefficient 1 devant la dérivée, comme dans l'expression proposée dans l'énoncé. C'est pour ça qu'ici, on va diviser chaque membre par RC. Puis je réécris avec les notations de l'énoncé et les grandeurs qui dépendent du temps, avec un petit t entre parenthèses. Et voilà. Avant de continuer, je te propose de te résumer la méthode pour bien maîtriser ce savoir-faire. Pour établir l'équation différentielle, dans le cas de la charge ou dans le cas de la décharge d'un condensateur, tu commences par utiliser la loi d'Émaille pour établir une relation entre les différentes tensions, puis la loi d'Ohm pour relier UR à l'intensité. Les expressions de la charge et de l'intensité vont te permettre de relier UR à la dérivée de UC, puis tu termines en remplaçant les expressions obtenues dans la loi d'Émaille pour établir l'équation différentielle. Le plus dur est fait, on peut continuer. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu apprécies ces formats un peu plus longs, avec des corrections complètes d'exercices et pas seulement des extraits. Et n'hésite pas à les partager autour de toi si tu les trouves utiles.
Question numéro 3. Suite logique dans ce type d'exercice, on demande de vérifier la forme de la solution. Pour vérifier que cette expression est bien solution de cette équation différentielle, eh bien on va tout simplement commencer par calculer d2uc sur dt, c'est-à-dire par calculer ce terme, ce qui nous permettra dans un second temps, avec le résultat, de calculer facilement le membre de gauche de l'équation différentielle pour déterminer si cette égalité est vérifiée avec cette solution. Allez, c'est parti. Cette notation d2uc sur dt, je te rappelle que ça veut dire qu'on dérive l'expression de uc par rapport au temps. Notre variable ici, c'est le temps. Pour faire le parallèle avec ton cours de mathématiques, la variable est habituellement notée x. Je commence par développer l'expression de uc avant de dériver. Tu n'es pas obligé de le faire si tu es à l'aise. On a donc deux termes à dériver, que je peux dériver séparément. La dérivée de la somme de deux fonctions et la somme de leurs dérivées. Pour le premier terme, ug, je te remets ici les rappels de ton cours de maths sur les dérivées dont tu as besoin. C'est une constante, donc elle ne varie pas en fonction du temps. Sa dérivée est nulle. Pour dériver le second terme, qui est de la forme k fois u, avec k une constante et u une fonction. La dérivée, c'est donc k fois u'. Autrement dit, je peux extraire la constante, moins ug, et dériver exponentielle de moins t sur tau. La dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle u. Je dérive donc moins t sur tau par rapport au temps, c'est égal à moins 1 sur tau, multiplié par exponentielle de moins t sur tau. Je n'ai plus qu'à simplifier pour retrouver l'expression de la dérivée de uc par rapport au temps, qui est donc égal à ug divisé par tau, multiplié par exponentielle de moins t sur tau. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ce résultat va permettre de calculer le membre de gauche pour vérifier qu'il est bien égal à ug divisé par rc, et ainsi valider la forme de la solution proposée. Je remplace d2uc sur dt par l'expression que l'on vient de déterminer, et je recopie l'expression de uc qui était donnée dans l'énoncé. Et en développant, on obtient cette expression. On peut alors dire que la solution de cette équation différentielle est bien vérifiée si et seulement si tau est égal à rc, puisque si on remplace tau par rc, ces deux termes vont bien se simplifier. Et on retrouve que c'est égal à ug divisé par rc, ce qui correspond bien à l'expression de l'équation différentielle proposée. On vérifie ainsi bien que la solution est de cette forme, et avec tau est égal à r fois c. On continue avec la question 4, dans laquelle il faut maintenant déterminer la valeur du temps caractéristique de charge, à l'aide de ce graphique. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer tau, mais ici, c'est bien celle utilisant ce graphique représentant l'évolution de la tension aux bandes du condensateur lors de sa charge qu'on nous demande d'utiliser et d'expliquer. Je te rappelle qu'on peut déterminer graphiquement tau en traçant la tangente à la courbe en t égale 0 secondes. Cette tangente coupe l'asymptote UC est égal à UG en un point d'abscisse t égale tau, tout simplement. C'est une méthode assez simple à bien maîtriser, et pour les écrits du bac, et pour les épreuves expérimentales. On trouve tau égale 0,00009 secondes. Et on fait bien attention à lire l'unité sur l'axe des abscisses, qui peut parfois être différente. Je prends soin d'exprimer le résultat ici avec l'écriture scientifique. On termine avec la question 5 et 6, qui sont des applications numériques simples, dans lesquelles on veillera à l'homogénéité des unités et à bien conserver le bon nombre de chiffres significatifs. À partir de l'expression de tau, on exprime et on calcule C. C'est dans l'introduction de cet exercice qu'il fallait aller extraire la valeur de R, de la résistance, pour effectuer le calcul. 10 mégaohms, à convertir en ohms en multipliant par 10 puissance 6. On vérifie alors cette valeur déterminée à partir de mesures expérimentales avec les caractéristiques du condensateur, la surface de la plaque, la permittivité diélectrique du milieu et la distance entre les plaques. Et on est rassuré de conclure cet exercice avec des résultats cohérents. J'espère que mes explications ont été claires et que tu te sens maintenant plus à l'aise avec ces méthodes. Dans cette vidéo, je te propose de corriger un exercice type qui tombe souvent au bac, une synthèse organique. Tu vas pouvoir réviser les formules topologiques, l'isomérie, le calcul de quantité de matière ou encore les notions liées au rendement de cette estérification. Je t'encourage à mettre pause ou à télécharger le sujet en description pour d'abord t'entraîner à le faire seul. Il est demandé dans la question 1 de donner la formule brute de l'alcool benzylique, dont la formule topologique est donnée ici. Pour faire ça, il faut donc que tu sois à l'aise avec ce type de formule et comprendre sa signification. Je te conseille, pour éviter des étourderies, de réécrire la formule semi-développée au brouillon ou éventuellement sur ta copie
pour bien visualiser tous les atomes de carbone et d'hydrogène. Je te rappelle que la formule topologique d'une molécule, comme celle présentée ici, est une représentation dans laquelle les atomes de carbone et d'hydrogène du squelette carboné ne sont pas représentés. Et l'astuce, pour retrouver facilement la formule brute, c'est de bien se souvenir que les atomes de carbone portent autant d'hydrogène que nécessaire pour établir au total 4 liaisons covalentes. C'est pour ça que sur chaque sommet, où on compte 3 liaisons, je viens bien compter un atome de carbone lié à un atome d'hydrogène, CH, pour former la quatrième liaison manquante, qui n'est pas représentée sur la formule topologique. Ici, il y a seulement un atome de carbone puisqu'il y a déjà 4 liaisons, 2 simples et une liaison double. Et ici, CH2, puisque je vois qu'il y a déjà 2 autres liaisons. Il n'y a plus qu'à compter pour retrouver que la formule brute de l'alcool benzylique, c'est C7H8O. La question 2 va nous permettre de faire quelques rappels sur les groupes caractéristiques et les familles fonctionnelles correspondantes. Pour la première, on identifie un groupe carboxyle, COOH, composé d'un atome de carbone, lié par une double liaison à un atome d'oxygène, et lié par une liaison simple à un groupe hydroxyle, OH. La molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Pour la deuxième, un groupe hydroxyle, OH, c'est la famille des alcools. Et pour la dernière molécule, appartenant à la famille des esters, avec un groupe ester, RCOOR'. On continue avec la question 3, dans laquelle il faut maintenant identifier un isomère de l'alcool benzylique. Il faut que tu saches qu'en chimie organique, on parle d'isomérie lorsque deux molécules possèdent la même formule brute, mais ont des formules développées différentes. En classe de terminale, on s'intéresse aux isomères de constitution, qui sont des molécules constituées des mêmes atomes, mais qui ont en arrangement une structure différente. Donc pour répondre à cette question, exactement comme on l'a fait dans la première, on va aller chercher les formules brutes de ces deux molécules, à partir de leur formule topologique, pour voir laquelle correspond à celle de l'alcool. Et on est rassuré, on identifie bien une molécule, l'Ab, comme étant un isomère de l'alcool benzylique, car elle a la même formule brute, mais une formule développée et semi-développée différente. Ensuite, il est question de la cinétique de la transformation dans la 4. On demande de citer deux conditions expérimentales qui peuvent rendre la transformation plus rapide. C'est une question de cours qui revient aussi assez souvent. Il faut savoir qu'il est possible d'optimiser la vitesse d'une synthèse organique en modifiant un ou plusieurs facteurs cinétiques. Pour la rendre plus rapide, on peut par exemple augmenter la température en utilisant un montage de chauffage à reflux, ou encore utiliser un catalyseur. On aurait également pu citer l'augmentation de la concentration des réactifs, qui est un autre facteur cinétique permettant d'optimiser la vitesse d'une synthèse organique. Question 5. Il s'agit ici de calcul de quantité de matière initiale des deux réactifs, de l'acide carboxylique et de l'alcool. Cette question nécessite de bien se souvenir des relations qui lient la quantité de matière aux autres grandeurs, notamment ici pour calculer une quantité de matière de liquide à partir de la masse molaire, de la masse volumique et du volume donné dans l'énoncé. Ce sont des relations qui ont été utilisées couramment depuis la classe de première. Il faut prendre son temps ici et bien analyser l'énoncé pour extraire les données utiles, tout en veillant à l'homogénéité des unités. Ici, les masses volumiques sont exprimées en grammes par millilitre, donc on peut laisser les volumes en millilitres. Aucune conversion n'était nécessaire. J'ai pris soin de te mettre deux couleurs différentes pour t'aider à bien te repérer. Le résultat est exprimé avec deux chiffres significatifs, comme la donnée qui en comporte le moins. Question suivante. Établir la relation entre la quantité de matière d'acide éthanoïque consommée et la quantité de matière d'ester formée, à partir de l'équation de la réaction modélisant la synthèse. Je vais donc prendre soin de la remettre ici pour pouvoir l'exploiter ensemble. Elle permet de rendre compte que pour une molécule d'acide éthanoïque consommée, une molécule d'éthanoate de benzyle est formée. Ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il n'y a pas de nombre stoichiométrique écrit, ce qui sous-entend que chaque réactif et produit est associé à un nombre stoichiométrique 1. Autrement dit, on peut écrire cette égalité, en reprenant ici les notations de l'énoncé de la question, entre la quantité de matière d'acide consommée et la quantité de matière d'ester formée. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Je prends régulièrement le temps d'y répondre. On continue avec la question 7, dans laquelle on va maintenant s'intéresser plus particulièrement au titrage du réactif restant à la fin de la synthèse pour déterminer le rendement de la synthèse lors de la mise en œuvre de ce protocole 1. Qui dit titrage, dit définition de l'équivalence, évidemment,
à bien connaître par cœur. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. J'analyse donc cette fois l'équation de la réaction support du titrage qui est donnée ici, et c'est bien l'acide éthanoïque restant, CH3COH, qui est titré par les ions hydroxyde HO-. On peut donc écrire cette égalité à l'équivalence entre le rapport de la quantité de matière d'acide présente initialement, qui correspond à N acide reste après la synthèse, sur le nombre stoichiométrique qui lui est associé, donc 1. Et ça, c'est égal à la quantité de matière en HO- introduite à l'équivalence depuis la burette, là aussi divisé par 1, nombre stoichiométrique associé dans l'équation de réaction support du titrage. Les données de l'énoncé permettent de calculer cette quantité de matière, qui est égale à Cb, concentration de la solution d'hydroxyde de sodium, multiplié par Vec, le volume équivalent, introduit à l'équivalence, en veillant bien toujours à l'homogénéité des unités. Ici, il était nécessaire de convertir le volume en litres en multipliant par 10, exposant -3. Maintenant que l'on connaît la quantité de matière d'acide restant dans le mélange réactionnel, à la fin de la synthèse, on va pouvoir calculer son rendement. Il faut d'abord, dans la question 8, le définir. Je te rappelle que le rendement d'une synthèse, c'est le rapport entre les quantités de matière de produits obtenus expérimentalement sur celles que l'on aurait pu obtenir, calculées avec l'hypothèse d'une réaction totale. La quantité d'ester théorique, dans l'hypothèse donc d'une réaction totale, correspond à cette valeur, quantité de matière d'acide éthanoïque introduite initialement. La quantité de matière d'ester expérimentale correspond à la quantité d'acide consommée, comme on l'a justifié à la question 6, avec l'équation de la réaction. Et on peut retrouver facilement que cette quantité de matière est égale à la quantité de matière d'acide introduite initialement, moins la quantité de matière d'acide restant, qu'on vient juste de déterminer. Il ne reste plus qu'à passer aux applications numériques pour déterminer la valeur du rendement, que l'on peut prendre soin d'exprimer en pourcentage. Cela va nous permettre de conclure, et on peut supposer que la réaction n'a pas été totale, ou qu'il y a eu des pertes de produits tout au long des étapes de cette synthèse. Pour être un peu plus complet, on n'arrive en effet jamais à obtenir autant de produits que ce que les calculs théoriques permettent de prévoir. La valeur du rendement dépend de plusieurs facteurs, notamment si la réaction n'est pas totale, si une partie des réactifs n'est pas transformée, ou encore des pertes au cours des diverses étapes, de lavage, de séchage, de recristallisation, voire de vapeur échappée au cours de l'utilisation du montage à reflux. Pour terminer cet exercice complet, corrigeons la question 9 dans laquelle il faut justifier l'évolution du rendement de la synthèse. Il fallait ici analyser les différents protocoles réalisés et se souvenir que de manière générale, un système chimique en équilibre soumis à une perturbation tend à s'y opposer, le déplacement de l'équilibre tendant à restituer les conditions initiales. Ici, l'introduction d'un des réactifs en excès conduit à déplacer l'équilibre chimique dans le sens de la formation des produits, et donc à augmenter le rendement de la transformation chimique. C'est bien ce qu'on constate. Autre possibilité que tu pourras rencontrer pour optimiser le rendement consiste à éliminer du milieu réactionnel un des produits de la réaction. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser le premier principe de la thermodynamique et plus particulièrement la méthode pour établir une équation différentielle à partir de la loi phénoménologique de Newton. Je t'encourage comme d'habitude à mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul. On étudiera dans ce sujet le record de plongée d'un corps dans un bain froid. On attaque tout de suite avec la première question dans laquelle il est demandé de retrouver la valeur de la puissance dissipée par le métabolisme. Il s'agit donc ici d'effectuer une application numérique, à condition d'abord de bien se souvenir de la signification d'une puissance, pour retrouver dans l'énoncé les valeurs des grandeurs à partir desquelles elle peut se calculer. De manière générale, la puissance mesure la vitesse à laquelle l'énergie est transférée. Elle exprime une énergie par unité de temps. Tu peux éventuellement t'en souvenir en faisant le parallèle avec la puissance électrique, étudiée dès le collège. Pour retrouver la valeur de la puissance dissipée, il fallait donc ici exploiter les informations de l'énoncé et diviser l'énergie produite par le métabolisme par une journée, à bien exprimer en secondes, unité du système international, afin d'obtenir un résultat en watts, puis le convertir en kilowatts, tout simplement. Question suivante. On s'intéresse cette fois aux échanges thermiques entre le système étudié, donc le plongeur, et son environnement, le bain d'eau froide, dans lequel il est plongé. D'après l'énoncé,
on retrouve les deux formes que l'on cherche à montrer. Il y a un transfert thermique reçu, qui correspond à l'énergie produite par le métabolisme, P fois delta T, et un transfert thermique cédé, qui correspond aux échanges conducto-convectifs, le flux multiplié par delta T, qui s'ajoute pour retrouver l'expression demandée. Pour finir de répondre à la question, on s'intéresse au signe du flux, qui est bien négatif, car le transfert thermique est cédé par le plongeur, au milieu extérieur. C'est l'occasion de te rappeler qu'un transfert thermique, qu'on appelle plus communément un transfert de chaleur, se fait toujours dans le sens de la source chaude vers la source froide. On arrive à la question 3, et à l'utilisation du premier principe de la thermodynamique. Le corps du plongeur est bien sûr considéré comme un système fermé et incompressible. La variation de l'énergie interne, notée ΔU, est égale à la somme des travaux, notée W, et des transferts thermiques, notés Q. Cette fameuse formule est bien à retenir. On peut également dire que le corps, qui est au repos dans le bain froid, n'échange pas d'énergie sous forme de travail. Donc W est égal à 0. Ce qui permet d'en déduire que la variation de son énergie interne est égale à l'énergie échangée par transfert thermique, ΔU égale Q. On ne perd pas de vue l'objectif visé par cette question, qui nous amène à aller un peu plus loin ici, puisqu'on demande de relier ΔU à la masse du plongeur, sa capacité thermique massique et à la variation de sa température. On va pour ça devoir utiliser cette relation que j'ai pris soin de te surligner, puisqu'il fallait bien la connaître par cœur. La chaleur échangée que reçoit ou libère un corps lors d'un transfert thermique est égale à m fois c fois delta T. Delta T, c'est la variation de température causée par ce transfert thermique, qui peut être exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius, comme ici, avec les températures symbolisées avec la lettre θ. On retrouve ainsi la relation entre ΔU et les grandeurs demandées. On peut continuer avec la question 4. Il va falloir maintenant montrer par le bilan d'énergie précédent que la température supposée uniforme du plongeur vérifie l'équation différentielle suivante. Un savoir-faire à bien maîtriser, qui revient dans de nombreux sujets sur ce chapitre. Comment établir l'équation différentielle vérifiée par la température? On va le faire doucement, étape par étape, et pour que tu saches le refaire. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de prendre le temps et de t'aider des informations de l'énoncé. Tu seras toujours guidé pour le faire en classe de terminale. J'analyse donc bien ici ce que je cherche à montrer et là où je veux arriver. Et je vais partir des deux expressions de Q établies précédemment, car elles permettent justement de relier la puissance, que l'on va retrouver dans l'équation différentielle, et la variation de température. Je peux déjà commencer par simplifier l'expression avec une première étape, en divisant par ΔT chaque membre. Ensuite, je remplace phi, le flux thermique, avec la loi phénoménologique de Newton, qui te sera toujours rappelée dans les sujets comme ici. Ça permet de faire apparaître petit h et s, des termes que l'on veut également retrouver dans l'équation différentielle. Je continue en divisant par m fois c de chaque côté, le faisant ainsi apparaître au dénominateur dans le membre de droite, que je peux réécrire comme ça, pour retrouver ce terme de l'équation différentielle. Point méthode important concernant la notation delta et petit d. On peut écrire que pour une durée suffisamment courte, pour delta t qui tend vers 0, alors la limite de delta θ sur delta t est égale à la dérivée de θ par rapport au temps. Donc je peux remplacer delta par petit d. On y est presque. Il ne reste plus qu'à poser taux est égal à mc divisé par h fois s. Et à passer θ intérieur divisé par taux dans le membre de gauche. Et voilà, on retrouve bien l'équation différentielle proposée. On va pouvoir terminer cet exercice avec d'abord une analyse dimensionnelle dans la question 5. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies ces formats un peu plus longs, avec des corrections complètes d'exercices et pas seulement des extraits. L'analyse dimensionnelle permet de déterminer la dimension d'une grandeur et donc d'en déduire son unité. Pour ça, il suffit simplement de repartir de l'expression de taux, donnée à la question précédente, puis de remplacer chaque grandeur par son unité, comme je te le montre ici. C'est finalement assez simple, en allant chercher dans les énoncés les unités. Ensuite, on simplifie ce que l'on peut simplifier, au numérateur, puis au dénominateur, pour retrouver que l'unité de taux correspond au rapport joule par watt. Et je ne perds pas de vue l'objectif de la question qui demande de montrer que cela correspond à des secondes, un lien que l'on peut facilement retrouver en se souvenant de cette relation qui lie l'énergie en joules
la puissance en watts et la durée en secondes. Donc taux, qui correspond au rapport d'une énergie en joules par une puissance en watts, correspond à une durée en secondes. On enchaîne avec l'application numérique pour déterminer sa valeur, en veillant toujours bien à l'homogénéité des unités et en conservant deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat. Les deux dernières questions, un peu plus difficiles, invitent le candidat à exploiter la solution de l'équation différentielle trouvée précédemment pour déterminer la durée avant d'atteindre l'hypothermie grave. Autrement dit, d'après l'énoncé, elle est atteinte en dessous de 30 degrés Celsius. C'est pour ça que je remplace, dans l'équation différentielle, delta T par 30 degrés Celsius, et on va chercher à isoler T max pour déterminer sa valeur. Pour ça, j'applique la fonction logarithme népérien pour extraire ce qui est en exposant de l'exponentielle, et je termine en multipliant par moins 1,4 fois 10 exposant 3. Le résultat de T est bien exprimé en secondes, unité du système international, que je peux prendre soin de convertir en minutes en divisant par 60 pour l'interpréter plus facilement. C'est justement ce qu'il faut faire dans la dernière question, pour critiquer le modèle afin d'expliquer le record de Winhoff. Son record est de 1h53 et 2 secondes, qui dépasse largement la durée maximale envisageable avant d'atteindre l'hypothermie grave, d'après ce modèle simplifié. Ce qui nous amène à le critiquer. On peut dire qu'en réalité, la température du plongeur n'est pas uniforme et le flux thermique lié au métabolisme n'est pas constant. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser ton chapitre sur la force des acides. On va parler de taux d'avancement d'une réaction et de constante d'acidité. Pour ça, je te propose de corriger ensemble cet exercice tombé au bac l'année dernière en t'expliquant bien les différentes connaissances et méthodes à maîtriser. Tu retrouveras si besoin le sujet à télécharger en description et je te laisse le soin de d'abord mettre pause pour essayer de le faire seul. J'ai volontairement choisi un exercice très classique qui étudie une réaction entre un acide et l'eau, et l'équation était rappelée ici. C'est parti avec la première question qui nécessite justement de connaître la définition du taux d'avancement. Petit aparté avant de commencer. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que lors d'une transformation chimique, le système évolue entre un état initial, les quantités de matière, des réactifs et éventuellement des produits introduits au début de la réaction, et un état final, les quantités de matière, des réactifs qui n'ont pas totalement réagi, et celles des produits qui ont été formés. En fonction de la composition de l'état final, on distingue les transformations totales, si à la fin de la réaction au moins un des deux réactifs est complètement consommé, des transformations non totales, si tous les réactifs et les produits sont présents à la fin de la réaction. On parlera d'état d'équilibre. On définit justement le taux d'avancement d'une réaction chimique pour caractériser le caractère total ou non de la transformation. C'est le quotient de son avancement final par son avancement maximal. L'avancement final, noté XF, est déterminé expérimentalement, et l'avancement maximal, noté Xmax, est déterminé à partir des quantités de matière initiales des réactifs. Il correspond en fait à la quantité de matière du réactif totalement consommé dans l'hypothèse d'une transformation totale. Et c'est exactement ce qu'on demande d'exprimer dans les questions 2 et 3. Comme l'avancement maximal Xmax correspond à la quantité de matière du réactif totalement consommé, c'est ce que je viens de dire, en cas de réaction totale, on peut alors écrire que la quantité de matière d'acide initiale moins Xmax est égale à 0. On peut éventuellement utiliser un tableau d'avancement pour s'aider à retrouver ce résultat. La quantité de matière, tu sais qu'elle est reliée à la concentration et au volume par cette relation. N égale C fois V. C, c'est bien la concentration en quantité de matière d'acide butyrique et V le volume considéré. L'avancement final, lui, peut être déterminé expérimentalement, par une mesure de pH comme c'est le cas ici. On peut alors écrire, là encore en s'aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, que XF est égal à la quantité de matière d'ion H3O+, à l'état final. Et on peut relier cette quantité de matière à la concentration en ion H3O+. Ensuite, on utilise cette relation qui est à retenir, qui permet de relier le pH de la solution mesurée avec cette concentration pour exprimer, comme c'est demandé dans l'énoncé, XF en fonction du pH et du volume. Si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Je prends régulièrement le temps de vous répondre. On continue avec la question 4, qui est une simple application numérique pour calculer le taux d'avancement à l'aide des expressions de XF et de Xmax que l'on vient d'établir. On peut alors simplifier par V au numérateur et au dénominateur et effectuer l'application numérique à partir des données de l'énoncé sur la concentration et le pH et à l'aide aussi d'une calculatrice. On prendra soin d'exprimer le résultat avec deux chiffres significatifs. C'est l'occasion de te rappeler qu'un taux d'avancement n'a pas d'unité. C'est une grandeur sans dimension, traduisant l'avancement d'une transformation chimique
qu'on retrouve d'ailleurs parfois exprimé en pourcentage, comme je te l'ai noté ici, en multipliant tout simplement par 100. Il faut maintenant être capable d'exploiter ce résultat, comprendre ce qu'il signifie et l'information qu'il nous apporte sur le système chimique étudié. Un taux d'avancement inférieur à 1 ou inférieur à 100%, cela implique que la réaction entre l'acide butyrique et l'eau est limitée, qu'elle n'est pas totale. Et par définition, si la réaction d'un acide n'est pas totale avec l'eau, cela justifie que c'est un acide faible. A l'inverse, le taux d'avancement final de la transformation d'un acide fort ou d'une base forte avec l'eau, déterminé expérimentalement, vaut ou approche 1, soit 100%. La dernière partie de cet exercice porte sur l'étude de l'équilibre de cette réaction et de la constante d'acidité associée. On demande dans la question 5.1 d'exprimer la constante d'acidité Ka en fonction de taux et de C. Pour y répondre, il faut connaître la définition de la constante d'acidité. La constante d'acidité d'un couple correspond à la constante d'équilibre associée justement à la réaction entre l'acide du couple et l'eau. On remarque que l'eau n'est pas présente dans cette expression car il s'agit du solvant. On lui attribue une concentration en quantité de matière égale à 1 mol par litre. Les concentrations doivent également obligatoirement être à l'équilibre, d'où l'indication EC en indice, et exprimée en mol par litre. On utilise les expressions données dans l'énoncé pour exprimer Ka en fonction de C et de taux, avec la concentration en ion H3O+ à l'équilibre, qui est égale à la concentration avec la forme basique à l'équilibre, autrement dit, d'après l'énoncé, C fois taux. À partir de cette expression, avec la valeur de taux calculée précédemment et celle de la concentration dans l'énoncé, on peut maintenant facilement répondre à la dernière question et calculer le pKa de l'acide butyrique. Je peux prendre soin, pour plus de précision, d'utiliser l'expression de taux plutôt que la valeur approchée de 0,32 calculée précédemment. Et on exprime de nouveau ce résultat avec deux chiffres significatifs. Et voilà pour la correction détaillée et les rappels de cours sur la force des acides. Je te propose dans cette vidéo de corriger un exercice tombé au bac pour réviser l'utilisation de la deuxième loi de Newton et du repère de Freinet, dans le cas de l'étude du mouvement d'un satellite, un grand classique. Tu peux mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire seul et télécharger le sujet en description si besoin. On y va. La première question de cet exercice demande d'exprimer la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Une question guidée puisqu'il est précisé les différentes grandeurs qui interviennent. La forme générale de cette expression est à connaître. G multiplié par la masse des deux objets, divisé par la distance qui les sépare au carré. Plusieurs points de vigilance. D'abord, la distance qui sépare la Terre du satellite. On va prendre soin ici d'utiliser les notations de l'énoncé, et elle correspond bien à RT plus H, c'est-à-dire le rayon de la Terre plus l'altitude à laquelle le satellite orbite. Il faut être aussi particulièrement vigilant avec le vecteur unitaire, puisqu'on demande bien ici l'expression vectorielle. Pour t'aider, tu peux la représenter sur un schéma ou au brouillon. Il s'agit bien de cette force, c'est la Terre qui attire le satellite. Cela permet de retrouver que le vecteur force et le vecteur unitaire, UN, qui est donné, ont le même sens. Si les sens étaient opposés, situation que tu pourras rencontrer parfois, on aurait alors rajouté ici un signe moins. Question suivante, on rentre dans le vif du sujet. En appliquant la seconde loi de Newton et en utilisant le repère de Freinet, montrer que le mouvement du satellite est uniforme. On commence bien par définir le système et le référentiel d'étude, qui doit être galiléen, avant de pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse et du vecteur accélération. J'ai pris soin là encore d'utiliser les notations de l'énoncé, avec ms, la masse du satellite. On suppose ici que le système n'est soumis qu'à la force d'interaction gravitationnelle. Je remplace alors par son expression dans le membre de gauche. Puis je cherche à exprimer le vecteur accélération, de manière à pouvoir ensuite faire l'analogie avec l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Pour ça, il suffit simplement de diviser par ms chaque membre. À cette étape, on a donc besoin de l'apport d'une nouvelle connaissance de ton cours, pour montrer que le mouvement du satellite est uniforme. De manière générale, lorsque le mouvement d'un système est circulaire, il est plus facile de le décrire dans un repère mobile. Les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération ont alors une expression particulière, c'est le fameux repère de Freinet. Il est défini à partir de son origine, situé au niveau du point mobile, donc ici le satellite, d'un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la trajectoire, ici c'est noté UN, et pointant vers le centre de la trajectoire, donc ici vers le centre de la Terre, et d'un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire,
habituellement noté UT, mais qui n'est pas représenté ici. On a donc pour un mouvement circulaire dans le repère de freinée, une accélération qui est de cette forme, qui est à retenir. Je te rappelle que la constante que l'on retrouve ici au dénominateur correspond à la distance qui sépare le système étudié du point autour duquel il est en mouvement. C'est donc bien dans notre situation la distance RT plus H. Et là, on va bien comprendre l'intérêt d'utiliser ce type de repère. Par analogie, on en déduit que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. La composante tangentielle de l'accélération est nulle. Et la seule accélération présente, c'est la composante normale. En fait, c'est celle qui fait tourner le satellite autour du centre de la Terre. Dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, ça revient à dire que la vitesse du satellite est constante, et donc que le mouvement est uniforme. On enchaîne avec la question suivante dans laquelle on cherche à retrouver l'expression de la valeur de la vitesse du satellite. Pour ça, on va encore effectuer une analogie avec l'expression des vecteurs accélération. Et cette fois, on va exploiter la composante normale. On retrouve ainsi cette égalité. Il s'agit maintenant simplement de la manipuler pour arriver à retrouver V égale quelque chose. C'est ce qu'on cherche. Pour faire ça, je peux commencer par multiplier par RT plus H chaque membre pour la simplifier. Puis je prends la racine carrée. Et mission accomplie. Question suivante. Il faut déduire des questions précédentes l'expression de la période de révolution du satellite. Le but de demander de la retrouver, c'est de pouvoir t'aider de son expression, pour te rappeler comment on l'obtient. Là encore, comme souvent, je t'incite à bien analyser les énoncés. Il y a ici un 2π, qui peut te faire penser à l'expression d'un périmètre. Reprenons tranquillement. Par définition, la période de révolution, grand T, c'est la durée d'une révolution du satellite autour de la Terre. Il s'agit finalement ni plus ni moins que de chercher l'expression d'une durée, qui nécessite, je te le rappelle, de connaître la distance parcourue et la vitesse moyenne sur le parcours. Donc si on reprend bien le temps d'analyser l'énoncé, on retrouve que la distance parcourue correspond au périmètre d'un cercle. 2π multiplié par RT plus H. 2π fois le rayon. Et la vitesse du satellite, on réutilise tout simplement le résultat de la question précédente. Ça nous permet de déduire l'expression de t en effectuant la division, tout simplement. Là encore, il nous reste à simplifier et à manipuler cette expression pour arriver à celle proposée. Pour ça, je peux commencer par simplifier cette fraction à étage, ce qui revient à multiplier par racine de RT plus H au numérateur et au dénominateur. Pour retrouver RT plus H au cube sous la racine, je commence d'abord par remplacer RT plus H par racine de RT plus H au carré, puis par le passer sous la racine. Et voilà. La dernière question de l'exercice nous amène à utiliser cette expression pour effectuer une application numérique. Il faut donc, comme d'habitude pour ça, retrouver les valeurs dans l'énoncé et faire attention à l'homogénéité des unités. Ici, une conversion était nécessaire. J'exprime bien les distances, qui sont données initialement en kilomètres, en mètres, en multipliant par 10 puissance moins 3. Le résultat de cette durée, la durée mise par le satellite pour effectuer un tour autour de la Terre, s'exprime alors en secondes. Et pour interpréter ce résultat et déterminer le nombre de tours en une journée, autrement dit en 24 fois 3600 secondes, on peut utiliser un simple tableau de proportionnalité. Et c'est terminé. Cette valeur est en accord avec la phrase d'introduction. Le satellite effectuera bien environ 16 fois le tour de la Terre chaque jour. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les ondes sonores. On va parler d'intensité et de niveau d'intensité sonore. Je te propose pour ça de corriger ensemble cet exercice tombé au bac l'année dernière en t'expliquant bien les différentes connaissances du cours et les méthodes à maîtriser. Tu retrouveras si besoin le sujet à télécharger en description et je te laisse le soin de mettre d'abord la vidéo en pause pour essayer de le faire seul. J'ai là encore volontairement choisi un exercice très classique qui étudie les réglages d'une sono. Le bruit de la musique va s'ajouter à celui du tracteur sur lequel il se trouve et le DJ craint de dépasser le niveau sonore maximal autorisé. L'exercice est composé de deux parties indépendantes. On commence tout de suite avec la première question, qui fait appel à une connaissance fondamentale de ce chapitre. Connaître la relation liant l'intensité sonore, qui est notée I1, et le niveau d'intensité sonore, qui est noté L1. Tu dois bien savoir que l'intensité sonore correspond à l'énergie transportée par l'onde, par unité de surface et par unité de temps, et elle s'exprime en watts par mètre carré. L'unité te sera rappelée dans les énoncés, elle n'est pas à retenir. Il s'agit donc d'une puissance par mètre carré. En pratique,
On utilise plutôt le niveau d'intensité sonore, symbolisé par un L majuscule, qui s'exprime en décibels et dont l'échelle est plus simple à interpréter. Grand L est égal à 10 fois log de I sur I0, avec I0, le seuil d'audibilité fixé, sa valeur et son unité ne sont pas à retenir, et te seront rappelés comme ici. C'est à partir de cette relation que l'on va pouvoir exprimer I1, ce que l'on recherche, en fonction de L1. Pour ça, il faut que tu saches la manipuler pour isoler I1. On va le faire ici tranquillement ensemble. Je commence par diviser par 10 chaque membre. À cette étape, pour pouvoir extraire ce qu'il y a dans la parenthèse, il faut utiliser une propriété de la fonction logarithme décimal et de sa fonction réciproque, qu'il faut donc bien connaître. Ce qui revient finalement à écrire en exposant de 10 chaque membre de l'égalité. Il ne reste plus qu'à multiplier par I0 chaque membre pour isoler I1, ce que l'on cherche. Cette relation n'est pas à connaître par cœur. Par contre, il faut savoir la redémontrer à partir de celle-ci, comme on vient de le faire. Maintenant que l'on a exprimé l'intensité sonore en fonction de L1, on va pouvoir la calculer en réalisant une application numérique simple, puisque toutes les grandeurs sont exprimées dans l'énoncé dans les unités du système international. Aucune conversion n'est nécessaire. Et on retrouve bien la valeur à vérifier donnée dans l'énoncé. Question 3. En déduire le niveau d'intensité sonore totale. Cette question est l'occasion de te rappeler un autre point important de ce chapitre. Lorsque plusieurs sources, côte à côte, émettent des ondes sonores, l'intensité sonore résultante correspond à la somme des intensités sonores de toutes les sources. Autrement dit, dans la situation étudiée, l'intensité totale est égale à I1, l'intensité de la sono, plus I2, l'intensité du tracteur. Là encore, je t'encourage à bien prendre le temps de lire les énoncés qui te guidaient. On détermine donc la valeur en réalisant l'application numérique et en conservant bien 3 chiffres significatifs pour exprimer le résultat, sans oublier l'unité évidemment. Maintenant que l'on connaît l'intensité sonore totale, on va pouvoir en déduire le niveau d'intensité sonore correspondant. Il faut là aussi, à nouveau, utiliser la relation permettant de calculer L à partir de I, qui est donc à bien connaître. Puis réaliser l'application numérique, là encore en exprimant bien le résultat avec 3 chiffres significatifs et avec l'unité d'un niveau d'intensité sonore. C'est bien une grandeur qui s'exprime en décibels. Tu pouvais éventuellement retrouver cette unité dans l'énoncé ici, si toutefois tu avais un trou de mémoire. Il faut garder en tête que l'exposition à des ondes sonores peut comporter des risques pour notre santé. Elle peut provoquer une perte d'audition temporaire ou durable. La question 4 nous amène à y réfléchir. Il est demandé d'indiquer si le DJ a besoin de faire de nouveaux réglages pour la sono. Le niveau d'intensité sonore total de 100 décibels que l'on vient de calculer ne dépasse pas le niveau d'intensité sonore maximal autorisé fixé à 102 décibels, indiqué ici dans l'énoncé, valeur qu'il fallait bien repérer pour pouvoir l'exploiter. Il n'a donc pas besoin de faire de nouveaux réglages pour cette fête de la musique. On poursuit avec les 2 dernières questions qui amènent le candidat à réfléchir sur la notion d'atténuation. Autre partie importante traitée dans le chapitre sur les ondes sonores, et finalement assez intuitive. Le niveau d'intensité sonore est dépendant de la distance à la source. Plus on s'éloigne, moins le niveau sonore est intense. On parle d'atténuation géométrique. Donc, comme c'est demandé dans la question, un spectateur situé sur le trottoir à 10 mètres de la source perçoit un niveau sonore inférieur à L total. Mais il diminue également lorsqu'un obstacle se trouve entre la source et le récepteur. On parle cette fois d'atténuation par absorption. Donc pour un habitant situé derrière une fenêtre fermée, il perçoit également un niveau sonore inférieur. Tout simplement. On termine ainsi la première partie, qui est très classique, de cet exercice du bac. On peut passer à la partie B. Un peu plus originale. On nous dit ici que le DJ diffuse un solo de trompette. Un spectateur enregistre une note de ce solo lorsque le char s'arrête devant lui. Donc le moteur du tracteur est à l'arrêt. Il obtient après traitement l'enregistrement proposé que l'on va devoir exploiter pour déterminer dans un premier temps la fréquence du signal, en réexpliquant bien la méthode à suivre. C'est un savoir-faire présenté et travaillé depuis la classe de seconde. On commence par identifier un motif élémentaire qui se répète, puisque je te le rappelle, la période d'un signal, c'est la plus petite durée au bout de laquelle il se reproduit identique à lui-même. On peut repérer celui-ci
que je t'ai repassé en couleur. Et pour plus de précision, on va déterminer la période à partir de ce graphique pour le plus grand nombre de périodes possible, donc ici 2. J'ai fait le choix ici de conserver 3 chiffres significatifs. Une fois qu'on a déterminé la période du signal à l'aide de l'enregistrement, on va pouvoir en déduire la fréquence de la note émise par le trompettiste en utilisant la relation qui lie ces deux grandeurs. Je te rappelle que la fréquence correspond à l'inverse de la période. C'est une grandeur qui s'exprime en Hertz. Et on trouve après application numérique un résultat de 500 Hz. Dernière question du sujet. Le DJ s'intéresse à la sensibilité de l'oreille humaine normale et on nous rappelle dans le sujet que la sensation sonore dépend de la fréquence et du niveau d'intensité sonore. C'est ce qui est illustré par le diagramme de Fletcher-Amundsen. Ce diagramme représente des courbes de même perception des sons par une oreille humaine normale. On parle de courbes isosoniques, avec ici le seuil de douleur et ici le seuil de sensation. On peut aussi dire plus simplement le seuil d'audition. D'après le graphique, pour une note diffusée par le trompettiste de fréquence 500 Hz et de niveau d'intensité sonore réglé à 100 décibels, à une distance de 2 mètres, la sensation pour l'oreille humaine est légèrement inférieure à 100 décibels et est donc en dessous du seuil de douleur. Pour retrouver ça, il suffisait simplement d'aller chercher le point qui a pour abscisse 500 Hz et ordonnée 100 décibels, qui est situé légèrement en dessous de cette courbe. J'espère que mes explications ont été claires et je te propose de continuer tes révisions avec cette playlist. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!